Sans famille. Chapitre 1. L'amour d'une mère. Je suis un enfant trouvé. Mais jusqu'à 8 ans, j'ai cru que, comme tous les autres enfants, j'avais une mère, car lorsque je pleurais, il y avait une femme qui me serrait si doucement dans ses bras en me berçant, que mes larmes s'arrêtaient de couler. Voici comment j'appris qu'elle n'était que ma nourrice. Le village où j'ai passé mon enfance se nomme Chavanon. C'est l'un des plus pauvres du centre de la France. C'est dans un repli de terrain, sur les bords d'un ruisseau qui va perdre ses eaux rapides dans un des affluents de la Loire, que se dresse la maison où j'ai passé mes premières années. Jusqu'à 8 ans, je n'avais jamais vu d'homme dans cette maison. Ma mère n'était pas veuve, mais son mari, qui était tailleur de pierre, comme un grand nombre d'autres ouvriers de la contrée, travaillait à Paris et il n'était pas revenu au pays depuis que j'étais en âge de voir ou de comprendre ce qui m'entourait. De temps en temps seulement, il envoyait de ses nouvelles par un de ses camarades qui rentrait au village. « Mère Barberin, votre homme va bien. Il m'a chargé de vous dire que l'ouvrage marche fort et de vous remettre l'argent que voilà. Voulez-vous compter ?» Et c'était tout. Mère Barberin se contentait de ces nouvelles. Son homme était en bonne santé. L'ouvrage donné, il gagnait sa vie. Un jour de novembre, comme le soir tombait, un homme que je ne connaissais pas s'arrêta devant notre barrière. Il me demanda si ce n'était pas là que demeurait la mère Barberin. Je lui dis d'entrer. Au bruit de nos voix, mère Barberin accourut et, au moment où il franchissait notre seuil, elle se trouva face à face avec lui. « Ah, mon Dieu !» s'écria mère Barberin en joignant les mains. « Un malheur est arrivé à Jérôme. » « Eh bien oui, mais il ne faut pas vous rendre malade de peur. Votre homme a été blessé, voilà la vérité. Seulement, il n'est pas mort. Pourtant, il sera peut-être estropié. Pour le moment, il est à l'hôpital. J'ai été son voisin de lit et comme je rentrais au pays, il m'a demandé de vous dire la chose en passant. Mère Barberin aurait voulu aller à Paris, mais c'était une terrible affaire qu'un voyage si long et si coûteux. Le lendemain matin, nous descendîmes au village pour consulter le curé. Celui-ci ne voulut pas la laisser partir sans savoir avant si elle pouvait être utile à son mari. Il écrivit à l'aumônier de l'hôpital où Barberin était soigné et, quelques jours après, il reçut une réponse, disant que mère Barberin ne devait pas se mettre en route, mais qu'elle devait envoyer une certaine somme d'argent à son mari parce que celui-ci allait faire un procès à l'entrepreneur chez lequel il avait été blessé. Les journées, les semaines s'écoulèrent et, de temps en temps, il arriva des lettres qui toutes demandaient de nouveaux envois d'argent. La dernière, plus pressante que les autres, disait que s'il n'y avait plus d'argent, il fallait vendre la vache pour s'en procurer. Ceux-là seuls qui ont vécu à la campagne avec les paysans savent ce qu'il y a de détresse et de douleur dans ces 3 mots. Vendre la vache. Pourtant, il fallut se séparer de la nôtre,
car c'était seulement par la vente de la vache qu'on pouvait satisfaire Barberin. Le Mardi Gras arriva peu de temps après. L'année précédente, pour le Mardi Gras, Mère Barberin m'avait fait un régal avec des crêpes et des beignets. Et j'en avais tant mangé qu'elle en avait été toute heureuse. Mais plus de roussettes, plus de lait, plus de beurre, plus de Mardi Gras. C'était ce que je m'étais dit tristement. Mais Mère Barberin m'avait fait une surprise. Bien qu'elle ne fût pas emprunteuse, elle avait demandé une tasse de lait à l'une de nos voisines, un morceau de beurre à une autre, et quand j'étais rentrée, vers midi, je l'avais trouvée en train de verser de la farine dans un grand poêlon en terre. Tu sais que c'est aujourd'hui Mardi Gras, le jour des crêpes et des beignets. Donne-moi les œufs et pendant que je les casse, pèle les pommes. Quand la pâte fut délaillée, il n'y eut plus qu'à attendre le soir, car c'était à notre souper que nous devions manger les crêpes et les beignets. Alors, Mère Barberin décrocha de la muraille la poêle à frire et la posa au-dessus de la flamme. « Donne-moi le beurre. » Elle en prit, au bout de son couteau, un morceau gros comme une petite noix et le mit dans la poêle, où il fondit en grésillant. Si attentif que je fusse à cette musique, il me sembla entendre un bruit de pas dans la cour. Qui pouvait venir nous déranger à cette heure? Une voisine sans doute, pour nous demander du feu. Un bâton heurta le seuil, puis aussitôt la porte s'ouvrit brusquement. « Qui est là ?» demanda Mère Barberin sans se retourner. Un homme était entré, et la flamme qu'il avait éclairée en plein m'avait montré qu'il était vêtu d'une blouse blanche et qu'il tenait à la main un gros bâton. « On fait donc la fête ici ? Ne vous gênez pas, dit-il d'un ton rude. « Ah, mon Dieu !» s'écria Mère Barberin en posant vivement sa poêle à terre. « C'est toi, Jérôme ?» Puis, me prenant par le bras, elle me poussa vers l'homme qui s'était arrêté sur le seuil. « C'est ton père !» Chapitre 2 : Le retour du père. Je m'étais approchée pour l'embrasser, mais du bout de son bâton, il m'arrêta. « Qu'est-ce que c'est que celui-là ?»« C'est Rémi. »« Tu m'avais dit. » « Eh bien, oui, mais ce n'était pas vrai, parce que... Ah, pas vrai, pas vrai. Il fit quelques pas vers moi, son bâton levé, et instinctivement, je reculai. Qu'avais-je fait? De quoi étais-je coupable? Pourquoi cet accueil lorsque j'allais à lui pour l'embrasser? Je n'eus pas le temps d'examiner ces diverses questions qui se pressait dans mon esprit troublé. « Je vois que vous faisiez Mardi Gras, dit-il. Ça se trouve bien, car j'ai une solide faim. Qu'est-ce que tu as pour souper? » Je faisais des crêpes. Je vois bien, mais ce n'est pas des crêpes que tu vas donner à manger à un homme qui a 10 lieues dans les jambes. Il regarda autour de lui. Voilà du beurre. Il leva les yeux au plafond à l'endroit où l'on accrochait le lard autrefois. Mais depuis longtemps, le crochet était vide et à la poutre pendaient seulement maintenant quelques glanes d'ail et d'oignons. « Voilà de l'oignon, » dit-il en faisant tomber une glane avec son bâton. 4 ou 5 oignons, un morceau de beurre, et nous aurons une bonne soupe.
Retire ta crêpe et fricasse-nous les oignons dans la poêle. Retirez la crêpe de la poêle. Mère Barberin ne répliqua rien. Au contraire, elle s'empressa de faire ce que son homme demandait, tandis que celui-ci s'asseyait sur le banc qui était dans le coin de la cheminée. C'était un homme d'une 50aine d'années environ, au visage rude, à l'air dur. Il portait la tête inclinée sur l'épaule droite par suite de la blessure qu'il avait reçue, et cette difformité contribuait à rendre son aspect peu rassurant. « Au lieu de rester immobile comme si tu étais gelé, me dit-il, mets les assiettes sur la table. » Je me hâtai d'obéir. La soupe était faite. Mère Barberin la servit dans les assiettes. J'étais si troublé, si inquiet, que je ne pouvais manger. Et je le regardais aussi, mais à la dérobée, baissant les yeux quand je rencontrais les siens. « Alors, tu n'as pas faim ?» me dit-il. « Non. » Eh bien, va te coucher et tâche de dormir tout de suite, sinon je me fâche. Comme cela se rencontre dans un grand nombre de maisons de paysans, notre cuisine était en même temps notre chambre à coucher. Auprès de la cheminée, tout ce qui servait au manger, la table, la huche, le buffet, à l'autre bout, les meubles propres au coucher, dans un angle, le lit de Mère Barberin, dans le coin opposé, le mien, qui se trouvait dans une sorte d'armoire entourée d'un lambrequin en toile rouge. Je me dépêchai de me déshabiller et de me coucher. Mais dormir était une autre affaire. Au bout d'un certain temps, je ne saurais dire combien, j'entendis qu'on s'approchait de mon lit. « Il dort, » dit Mère Barberin. « Aussitôt couché, aussitôt endormi, c'est son habitude. Ton procès, où en est-il, perdu? Les juges ont décidé que j'étais en faute de me trouver sous les échafaudages et que l'entrepreneur ne me devait rien. » Là-dessus, il donna un coup de poing sur la table et se mit à jurer sans dire aucune parole sensée. Comme si ce n'était pas assez. En rentrant ici, je trouve un enfant. M'expliqueras-tu pourquoi tu n'as pas fait comme je t'avais dit de faire? Parce que je n'ai pas pu. Tu n'as pas pu le porter aux enfants trouvés? On n'abandonne pas comme ça un enfant qu'on a nourri de son lait et qu'on aime. Ce n'était pas ton enfant. Quel âge a-t-il présentement? 8 ans. Eh bien, il ira à 8 ans là où il aurait dû aller autrefois. Et ça ne lui sera pas plus agréable. Voilà ce qu'il y aura gagné. Ah, Jérôme, tu ne feras pas ça. Quand Paris t'a changé, tu n'aurais pas parlé comme ça avant d'aller à Paris. Peut-être, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que si Paris m'a changé, il m'a aussi estropié. Comment gagner sa vie maintenant? La tienne, la mienne. Nous n'avons plus d'argent. La vache est vendue. Faut-il que quand nous n'avons pas de quoi manger, nous nourrissions un enfant qui n'est pas le nôtre? Et si ses parents le réclament, qu'est-ce que tu diras? Ses parents? S'il en avait, il l'aurait cherché, et depuis 8 ans, trouvé bien sûr. La porte s'ouvrit et se referma. Il était parti. Alors, me redressant vivement, je me mis à appeler Mère Barberin. Elle accourut près de mon lit. « Tu ne dormais donc pas ?» me demanda-t-elle doucement. « Ce n'est pas ma faute. Je ne te gronde pas. Alors, tu as entendu tout ce qu'a dit Jérôme? » « Oui,
Tu n'es pas ma maman, mais lui n'est pas mon père. Je ne prononçais pas ces quelques mots sur le même ton, car si j'étais désolé d'apprendre qu'elle n'était pas ma mère, j'étais heureux, presque fier, de savoir que lui n'était pas mon père. J'aurais peut-être dû, dit-elle, te faire connaître la vérité. Mais tu étais si bien, mon enfant, que je ne pouvais pas te dire, sans raison, que je n'étais pas ta vraie mère. Ta mère, pauvre petit, tu l'as entendu, on ne la connaît pas. Est-elle vivante? Ne l'est-elle plus? On n'en sait rien. Un matin, à Paris, comme Jérôme allait à son travail et qu'il passait dans une rue qu'on appelle l'avenue de Breteuil, qui est large et plantée d'arbres, il entendit les cris d'un enfant. Il semblait partir dans l'embrasure d'une porte d'un jardin. C'était au mois de février. Il faisait petit jour. Il s'approcha de la porte et aperçut un enfant couché sur le seuil. Pendant que Jérôme réfléchissait à ce qu'il devait faire, il fut rejoint par d'autres ouvriers. Et l'on décida qu'il fallait porter l'enfant chez le commissaire de police. C'était un beau garçon de 5 ou 6 mois, rose, gros, gras, superbe. Les linges dans lesquels il était enveloppé disaient clairement qu'il appartenait à des parents riches. C'était donc un enfant qu'on avait volé et ensuite abandonné. Ce fut au moins ce que le commissaire expliqua. Quel est ton enfer? Après avoir écrit tout ce que Jérôme savait, et aussi la description de l'enfant avec celle de ses langes qui n'étaient pas marquées, le commissaire dit qu'il allait l'envoyer à l'hospice des enfants trouvés, si personne, parmi tous ceux qui étaient là, ne voulait s'en charger. C'était un bel enfant, sain, solide, qui ne serait pas difficile à élever. Ses parents, qui bien sûr allaient le chercher, récompenseraient généreusement ceux qui auraient pris soin de lui. Là-dessus, Jérôme s'avança et dit qu'il voulait bien s'en charger. On le lui donna. J'avais justement un enfant du même âge, mais ce n'était pas pour moi une affaire d'en nourrir deux. Ce fut ainsi que je devins ta mère. Oh, maman! Au bout de 3 mois, je perdis mon enfant. Et alors, je m'attachai à toi davantage. J'oubliais que tu n'étais pas vraiment notre fils. Malheureusement, Jérôme ne l'oublia pas. Lui et, voyant au bout de 3 ans que tes parents ne t'avaient pas cherché, au moins qu'ils ne t'avaient pas trouvé, il voulut te mettre à l'hospice. Je ne lui ai pas obéi. Oh, pas à l'hospice, m'écriai-je en me cramponnant à elle. Mère Barberin, pas à l'hospice, je t'en prie. Tu n'iras pas, mais à une condition, c'est que tu vas tout de suite dormir. Il ne faut pas, quand il rentrera, qu'il te trouve éveillé. Et après m'avoir embrassée, elle me tourna le nez contre la muraille.